Bon, bonjour tout le monde, merci de votre présence, merci à l'équipe aussi de m'avoir invité pour cette matinée. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec les intervenants qui apportent chacun leur éclairage sur cette journée et puis avec vous, puisqu'il y a la possibilité d'avoir des échanges de questions. On est tous spécialistes à l'endroit où on est, vous verrez, moi je vais essayer de vous apporter certains éléments, mais bien entendu qu'on va s'enrichir en échangeant ensuite après l'intervention, j'espère. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir, ce sera à mon avis pour le bien de tout le monde. Donc voilà, remerciements à l'équipe, merci encore infiniment de m'avoir invité. Vaste sujet, hein, pour le coup j'aurais peut-être même dû mettre un S à déficience, hein, parce que déficience et sexualité, la déficience en fait elle peut porter sur énormément d'éléments, donc moi je vais le restreindre à seulement quelques déficiences, celles qui vont plutôt correspondre à mon champ d'intervention qui est plutôt du côté de la santé mentale. Donc on parlera plutôt du handicap psychique et de la déficience mentale. Il y a tout un tas d'autres déficiences. Et même à l'intérieur de ce champ-là, finalement, il n'y a pas qu'une seule déficience, mais il y en a autant que de dimensions qui peuvent être impactées par la pathologie. Et donc ça va renvoyer à la singularité, vraiment à la singularité de chaque individu. Et la singularité, bien entendu, de la façon dont il va pouvoir s'exprimer à l'intérieur de sa sexualité et la singularité de la manière dont la pathologie, les troubles vont impacter chacune des dimensions de la sexualité. Parce que là encore, on n'a pas affaire à un bloc, la sexualité c'est pas un tas, un monolithe, c'est vraiment tout un tas de dimensions qui vont la composer, des dimensions qui sont plutôt très sexuelles et puis des dimensions qui ne sont pas spécifiquement sexuelles. Et la bonne nouvelle c'est aussi que du coup on a tous quelque chose à apporter dans ce champ-là, parce qu'on a tous quelque chose à apporter dans la mobilisation de compétences qui vont être utiles dans cet espace-là, qui est un espace de socialisation parmi les autres, qui a des spécificités, mais qui a aussi beaucoup de choses en commun avec tous les espaces de socialisation. Voilà, et puis on ne peut pas fonctionner en cut-off, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui sont capables sur une dimension et puis ceux qui ne sont pas capables. Tout ça, c'est de la modulation. Et donc vraiment, je pense que je vais être décevante, c'est-à-dire que derrière la singularité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'outil magique qui va correspondre à l'ensemble des patients qu'on va pouvoir rencontrer, l'ensemble des personnes. Mais à chaque fois, il va falloir faire du cas par cas et c'est vraiment de la haute couture. Et donc vraiment, l'enjeu, c'est l'évaluation, une évaluation fine, respectueuse de chacun. Savoir à quel endroit il faut être le sniper, justement, parce qu'évaluer, ça veut dire savoir à quel endroit il faut aller évaluer. Donc une évaluation fine, et puis des éléments de posture, parce qu'évaluer c'est intéressant, c'est important. Quand on a les informations, ensuite, il faut être en mesure d'en tenir compte et d'avoir une posture adaptée pour pouvoir apporter des éléments sur la sexualité qui soient pas contre-productifs, mais qui soient vraiment conformes à certains éléments de posture essentiels et qui correspondent aussi à des éléments éthiques que mes deux collègues ont pu apporter jusque-là. Voilà. Préambule. Alors, l'usage c'est de dire depuis où on parle. Donc, moi j'exerce en effet au CHU Clermont-Ferrand depuis un certain nombre d'années. Je ne le dirai pas parce que je commence à me faire vieille. Donc j'ai exercé pendant longtemps en CRIAFS. Donc je viens des violences sexuelles. Et puis je suis formée en sexologie. Et désormais je travaille essentiellement en addictologie sur les questions d'addiction sexuelle. Et puis sur chemsex, et la moitié de mon temps sur l'unité transversale de santé sexuelle et sexologie, qui est pluriprofessionnelle, puisque on en parlera sans doute, mais l'intérêt aussi du travail en sexo, c'est le travail en réseau, avec des professionnels qui ont des professions initiales qui sont différentes et donc complémentaires. Je suis responsable du DU de sexologie à Clermont-Ferrand, je suis doctorante à l'université de Tours, et puis je suis très fière de travailler avec Corélie Maquigno, notamment qui est dans la salle, pour l'AIUS et pour la Fédération française d'écriture. Alors voilà, ça c'est une photographie d'un rapport sexuel. Donc je vous l'accorde, c'est pas très sexy comme représentation, on aurait pu trouver mieux, mais ça a le mérite de représenter justement cette complexité et l'ensemble des dimensions qui peuvent être en jeu. En tout cas, elles ne sont pas toutes représentées, mais on peut imaginer que quand on arrive dans un rapport sexuel, on arrive déjà avec un héritage
tout un développement. On n'est pas parachuté à un moment donné dans la sexualité. À l'adolescence, on a déjà pu traverser tout un développement. Et il y a un certain nombre de déterminismes et de déterminants qui sont et biologiques et psychosociaux, qui vont être invités à l'intérieur de l'espace sexuel. Donc il y a tout cet héritage qu'on va pouvoir développer, qui est à la fois bio-psychosocial, et puis il y a notre état actuel, notre état de santé, qui là encore va convoquer des éléments plutôt biologiques, et puis notre état psychologique qui va induire des capacités ou des non-capacités en termes de compétences psychosociales. Alors pour développer un petit peu, quand même c'est important, au niveau de l'héritage, vous voyez en haut à gauche, mais on a un héritage biologique, vous le disiez. L'héritage biologique, c'est pareil, il n'est pas uniquement individuel. Déjà, on a un héritage qui est autophylogénétique et qui correspond à notre inscription dans une espèce. Et ça, déjà, ça va déterminer énormément de choses chez un individu. C'est-à-dire que, typiquement, un être humain, a priori, il va plutôt avoir du désir pour d'autres êtres humains et non pas pour des mouches ou des ours, à moins d'avoir une grosse paraphilie. Donc ça, c'est un déterminisme biologique et effectivement, ça fait partie de l'héritage qu'on emmène avec nous à l'intérieur de nos rencontres et de notre capacité ensuite à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, parce que ça va induire des éléments sur notre capacité à désirer certains objets plutôt que d'autres, certaines situations plutôt que d'autres. Il y a d'autres éléments aussi, donc un qui est hyper important parce que ça va avoir un impact fondamental sur notre posture. Je vous disais que la posture c'est très très important dans notre façon d'aborder la sexualité avec nos patients. C'est le fait que l'espèce humaine, contrairement à la plupart des espèces animales, a pour motivation première vers la sexualité le plaisir. Contrairement à ce qu'on peut imaginer qui correspond aux autres espèces, dont la motivation première va être la reproduction. Donc ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes, mais ça va induire énormément de choses dans la façon dont on a d'aborder la sexualité avec nos patients, puisque le plaisir va être au cœur de la question de la sexualité, et si on a un discours sur la sexualité qui omet de parler du plaisir, alors on a un discours qui est tout simplement hors sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le plaisir, il n'est pas non plus spécifique à la sexualité. Donc ça veut dire qu'on a des leviers d'éducation, on a des leviers pour pouvoir travailler sur le plaisir autrement qu'à travers la sexualité. On peut en parler à travers la nourriture, on peut en parler à travers le sport, on peut en parler avec tout un tas d'autres médias qui ne seront pas la sexualité. Et donc ça veut dire aussi que tout ce qui va être mobilisé et dont on va se saisir au sein de la sexualité plus tard, c'est des choses qui peuvent être travaillées de façon transversale dans la vie d'une manière générale. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va être très très sensible à toutes nos interventions, y compris quand on n'est pas du tout sexologue, qu'on ne travaille pas du tout dans le champ de la santé sexuelle. Donc j'en étais à ma phylogénèse, donc effectivement, il y a des choses qui sont héritées de notre espèce, et puis après, l'individu lui-même, il a aussi dans sa propre singularité son propre développement biologique. Et là, on revient à la question de la déficience, oui, parfois, il y a des interruptions. Parfois, il y a des choses qui se passent mal. Parfois, il y a des pathologies qui vont s'inscrire à l'intérieur de ce développement et qui vont faire que, on va avoir un développement qui ne sera pas tout à fait typique ou qui va avoir lui-même sa singularité, en tout cas qui va avoir un impact sur le fonctionnement de la personne, y compris au sein de son développement sexuel, y compris au sein du développement de son identité sexuelle. Et puis, ça va se retrouver par la suite dans sa capacité à investir le champ de la sexualité parce que, une fois de plus, tout ça, ça mobilise un certain nombre de compétences et aussi une santé physique. Au niveau de l'héritage, on a aussi un développement psychosocial. Alors là, pour le coup, mes confrères en ont beaucoup parlé auparavant, mais c'est très important de l'inscrire, comme tu disais Alexandre, dans la sphère sociétale, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul individu à s'auto-générer, on est vraiment dans un processus d'interaction interactionniste et dans lequel l'environnement va nous apporter des éléments de modèle notamment, qui va nous permettre aussi de nous développer en tant que fille, garçon, ou effectivement dans ce questionnement entre les deux, puisque ce sont des questions qui sont particulièrement présentes dans la génération adolescente actuelle et qui sont intéressantes parce que c'est leur évolution sexuelle. Nous, on a remis en question les assignations de genre, ils remettent en question la question du genre, c'est vraiment très intéressant.
Donc tout ça, ça vient impacter aussi notre développement. Ce qui va impacter le développement, c'est aussi les patterns d'attachement, comment on va avoir été en lien avec, de façon précoce avec les parents, comment on aura construit ou non un environnement sécure ou insécure, comment finalement on aura été en contact aussi avec du matériel sexuel, est-ce que j'ai vu de la pornographie, pas vu de la pornographie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette question du désir, elle est plastique, quoi. Il y a une plasticité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va découvrir et par un jeu de renforcement positif-négatif, qu'on va adopter ou au contraire rejeter en fonction de si l'expérience aura été positive ou négative. Et puis, on va pouvoir ouvrir d'autres espaces à d'autres moments, peut-être avec d'autres partenaires, dans d'autres situations. Donc tout ça, ça se développe, ça se construit, ça se renforce et c'est en évolution constante. Une fois de plus, quand on rentre dans la sexualité, adolescent ou vieil adolescent ou jeune adulte, mais on n'est pas parachuté dans la sexualité, on provient de tout ce développement-là. Et puis au moment même, il y a aussi notre état physique, et donc là, ça renvoie aussi à la question de la déficience, parce que à l'intérieur de ce développement, il y a aussi des parasites qui vont empêcher que le développement se fasse peut-être de façon typique, je n'aime pas bien ce terme, mais en tout cas, qui va apporter une singularité au développement de chaque personne. Et puis, donc je le disais, au moment M, il y a aussi des éléments à identifier et qui sont accessibles pour nous, notamment à l'éducation, qui sont accessibles à l'évaluation. Et donc, c'est déjà la santé physique, voilà, où est-ce qu'on en est pour pouvoir avoir une réponse physiologique qui puisse permettre qu'un rapport sexuel ait lieu. Je vous ai mis en bas à gauche le schéma que vous connaissez sans doute, qui est le schéma de la réponse physiologique de Masters et Johnson. Masters et Johnson, ils ont apporté énormément sur les connaissances en matière de sexualité, notamment une parenthèse, mais quelque chose qui est très important et qu'il faut avoir aussi en tête en termes de posture, c'est que la réponse physiologique, elle est tout simplement identique chez les hommes et chez les femmes. Ça c'était quelque chose qui était assez révolutionnaire, à la différence près que chez un homme, il y a une phase de résolution, alors que chez une femme, elle n'existe pas, donc il y a la possibilité éventuellement d'avoir des orgasmes multiples, éventuellement. Mais sinon, la réponse féminine, masculine, elle est strictement la même, et donc ça va engager un certain nombre d'activités, de neurotransmetteurs et d'hormones chez les individus. Toutes ces activités-là, elles peuvent être impactées par la maladie, par une maladie métabolique, par la période de la vie aussi. Quand je suis enceinte, c'est pas la même chose que quand je suis pas enceinte en termes de mouvement hormonal. Si je commence à être un petit peu plus âgée, que j'ai un déficit androgénique lié à l'âge, c'est pareil, je vais être impactée au niveau des hormones, au niveau de mes activités transmettrices. Tout ça, ça va jouer sur ma capacité à avoir une réponse physiologique. Et puis il y a un dernier élément, puis on essaiera de le développer tout à l'heure, c'est la iatrogénie. Nos patients, quand ils vivent avec une pathologie, quand ils vivent avec un handicap psychique, la plupart du temps, ils ont la nécessité d'avoir un traitement. Et en particulier pour tout ce qui va concerner les psychotropes, il y a beaucoup d'impact sur la sexualité. On y reviendra, mais ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer à l'intérieur de la prise en charge, parce que si on ne parle pas de la sexualité, l'enjeu, c'est l'inobservance, c'est-à-dire que le patient il peut se sentir trahi, arrêter le traitement et effectivement se désengager de la thérapie. Donc vous voyez tous ces enjeux qu'il y a autour de la sexualité aussi, qui ne sont pas uniquement un enjeu de santé sexuelle et un enjeu de droit pour la sexualité, mais qui sont aussi un enjeu à travers la sexualité, d'observance du traitement, d'autonomie, de socialisation, etc., etc. Mais là je spoil un petit peu, on y reviendra. Et enfin, en bas à droite, et c'est sans doute un des éléments qui est le plus important, mais c'est la question des compétences psychosociales. Et effectivement, ces compétences-là sont des compétences qui sont essentielles pour pouvoir s'engager dans un rapport sexuel respectueux de soi, de son envie, de son désir, savoir l'identifier, savoir le nommer, savoir le parler. Puis respectueux de l'autre aussi, c'est-à-dire pouvoir aussi entendre son désir, pour pouvoir éventuellement en tenir compte. Et faire en sorte, en tout cas, une fois de plus, d'être dans une dimension de socialisation, alors sexualisée, certes, érotisée, mais n'empêche une socialisation, donc un contact avec l'autre. Et ça, c'est sans doute ce qui est le plus visible et le plus perceptible quand il y a une déficience, quand il y a un handicap psychique, c'est qu'en effet, sur ce site-là, il va y avoir un impact, et là encore, c'est accessible à la prise en charge, donc c'est une bonne nouvelle, parce que il y a aussi pour nous une possibilité d'agir et de pouvoir avoir des apports du côté thérapeutique
que l'on soit spécialiste, une fois de plus, ou non. Notez que les compétences psychosociales, c'est pas propre à la sexualité. C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé en général, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit tous réunis, parce qu'on a tous quelque chose à en faire et à en dire. Si on en arriver à... Excusez-moi. J'avais oublié d'enlever sur mon PowerPoint un truc que je parlais moi toute seule parce que je m'étais enregistrée pour une autre intervention. C'est pas beau du tout, alors je sais pas comment on peut le faire, il faut que je sorte. Non. Ça va se mettre à parler. Ouais, si on peut, ça parle pas, tant mieux. Tant mieux. Si on pouvait le résumer par un abécédaire, bon voilà, c'est une façon de le présenter pour pouvoir retenir un petit peu quelque chose, mais si on pouvait le représenter de cette manière-là, les messages clés sont les suivants. C'est A comme apprendre. Ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que mon prédécesseur Gilbert Lost, voilà, auquel je rends hommage, peut-être aura-t-il le message, qui m'a beaucoup appris sur les questions de sexologie, puisqu'il était directeur du DU avant moi sur Clermont-Ferrand, avait coutume de dire la sexualité c'est 100% naturel, 100% appris. On a le sentiment que la sexualité c'est uniquement intuitif, on l'a, on l'a pas, si on l'a pas c'est mort pour toujours. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait c'est vraiment sensible à l'apprentissage, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et c'est aussi très important de l'avoir en tête parce que on apprend tout au long de la vie, tout simplement parce que, je vous le disais, on se développe jusqu'à arriver dans l'entrée à la sexualité, mais on continue d'apprendre une fois qu'on est dans la sexualité, déjà parce que nous on change, on évolue, on disait notre santé physique aussi elle peut changer, nécessiter des adaptations, parce qu'on n'a pas le moral tous les jours, parce qu'on a des moments de stress, parce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, et donc tout ça, ça s'aménage. Parce que nos partenaires aussi, ils changent, ils évoluent, ils vieillissent eux aussi, et donc il y a une adaptation qui va être nécessaire, mais en même temps qui est source de créativité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis parfois aussi on change de partenaire, donc là encore on réapprend et on se remet à neuf à chaque fois, et on peut se surprendre et être surpris qu'il y a d'autres espaces qui s'ouvrent et à l'inverse des espaces qui se ferment. C'est pas un problème, ce qu'il faut retenir c'est que oui c'est sensible à l'apprentissage, et donc ça veut dire que nos patients qui peuvent avoir des difficultés parfois avec la sexualité, y compris du fait d'un handicap psychique ou d'une déficience, et bien justement on peut avoir des apports du côté de l'apprentissage parce que c'est sensible à l'éducation. B comme bien-être, je vous le disais, le plaisir c'est vraiment au cœur de la question de la sexualité, donc si on omet de parler de la question du plaisir, en fait on est complètement hors sujet sur les questions sexuelles. Et puis aussi parce que la sexualité, c'est pas dangereux. Par expérience, on travaille beaucoup en psychiatrie avec des patients qui sont schizophrènes ou bipolaires. Beaucoup de patients associent la flambée d'un symptôme au fait d'avoir lâché prise, notamment d'avoir lâché prise dans la sexualité. Ils peuvent avoir très peur de s'engager dans un rapport sexuel parce qu'ils peuvent avoir peur que la sexualité fasse flamber leur symptomatologie. C'est une fausse idée, donc c'est très très important de pouvoir les rassurer sur cette question-là. La sexualité, c'est pas dangereux, et vient aussi derrière l'idée des violences sexuelles, parce que ça on pourra en reparler, mais la sexualité n'est pas la violence sexuelle. Là encore, c'est très important de déconstruire l'idée que quand un patient a beaucoup de désir, c'est pas le désir qui est à l'origine de la violence sexuelle, c'est d'autres paramètres qui vont l'entourer et qui là aussi sont sensibles à l'apprentissage. Donc non, la sexualité, c'est pas dangereux, c'est plutôt source de plaisir, et ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est comme compétence à mettre en opposition stricte avec la question de la performance. Là, je crois que mes deux collègues en ont bien parlé aussi. Compétences parce que, effectivement, ça se fonde pas sur des implicite universels. Il va falloir développer ces compétences et il va falloir les développer pour être en lien avec les autres. Donc c'est vraiment cette histoire de relation qui précède la question de la sexualité. Elle n'est pas forcément nommée, ça peut être non-verbal une relation, ça peut être de peau à peau, mais n'empêche il faut être à l'écoute de l'autre, et ça suppose des compétences, et on y reviendra en parlant notamment des compétences qui sont nécessaires pour consentir et entendre le consentement ou le non-consentement de l'autre. On a beaucoup travaillé sur ces questions avec notamment Céline Baïs, et donc
bah voilà, ces compétences, elles sont aussi accessibles à l'éducation. Et donc ça, c'est vraiment très important qu'on puisse les mettre au travail. Et effectivement, c'est celles-ci qui vont aussi être impactées par les déficiences et les handicaps. Des comme dynamique, ça bouge. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle et en même temps, c'est à la fois très déstabilisant. C'est quand on vient bouger une dimension, bah, il y a tout le reste de façon systémique qui va se mettre en mouvement. Ben, dès lors qu'on introduit par exemple un traitement, ben, il y a tout le reste qui va bouger et qui va devoir être réaménagé. Donc à la fois c'est déstabilisant, à la fois c'est ce qui est passionnant dans cette matière, et c'est aussi ce qui fait que ben, en même temps on va pouvoir avoir accès à plusieurs leviers pour pouvoir faire en sorte d'arriver vers une santé sexuelle, en tout cas qui soit satisfaisante, une qualité de vie sexuelle qui soit satisfaisante pour nos patients. Et eux, alors j'ai hésité entre deux, entre exploration et égalité, mais je vous pose la question égalité pour l'interrogation. Alors oui, on peut déjà y répondre, égalité, oui, égalité des droits, ça c'est une évidence, c'est vraiment important aussi de se le rappeler. Égalité aussi parce que toutes les dimensions qu'on vient de développer là, elles sont communes à nous tous en fait. Hein. Elles sont communes à nous tous, il n'y aurait pas une dimension supplémentaire qui serait spécifique de la déficience, spécifique du handicap. Non, pas du tout. Ces dimensions de la sexualité, elles sont communes à nous tous. Les dysfonctions sexuelles, on en a aussi, nous, patients typiques, qui sont sans déficience, même des fortes prévalences. Elles vont se situer exactement au même endroit, simplement, certaines pathologies, certaines déficiences, effectivement, elles vont pondérer certaines dimensions de la sexualité, et c'est ça qu'on va aller évaluer chez chacun des patients, qui vivent avec un handicap psychique, qui vivent avec une déficience, mais d'une manière générale, tous les patients voilà, vont avoir des dimensions de la sexualité qui peuvent être impactées dans les mêmes. Juste pour rappel, handicap psychique, handicap mental, peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde, il y a quand même une distinction hein, voilà, qui a été un petit peu clarifiée au moment de la loi de 2005 sur le handicap, hein, avec une différenciation, puisqu'on va associer le terme de handicap mental au handicap qui résulte d'une déficience intellectuelle, donc il va y avoir plutôt un site cognitif hein, à cet endroit-là. Souvent reliés à des troubles neurodéveloppementaux. Donc entendez bien développemental, c'est-à-dire que tout ça, ça va aussi s'intégrer dans le développement de l'individu, y compris dans le développement de sa sexualité, d'où la question qu'on va se poser tout à l'heure, finalement quel âge a mon patient, qui est une question qui est centrale en fait hein, au niveau de la déficience. Et puis le handicap psychique qui lui va plutôt être associé en fait à des troubles psychiatriques et qui donne lieu à des atteintes plutôt comportementales et relationnelles. Donc là on est vraiment sur le lien à la pathologie psychiatrique. Donc ces impacts, ils vont avoir lieu au niveau de la déficience intellectuelle sur les activités, les fonctions cognitives, hein, et donc ça va être intéressant de pouvoir notamment travailler avec les neuropsy parce qu'ils vont pouvoir avoir une évaluation fine de ce côté-là. Donc ça va plutôt être un impact sur la mémorisation, sur l'accès au langage, etc. Alors que les déficiences psychiques, qui peuvent être associées les unes aux autres, hein, nos patients souvent ils ont souvent une polydéficience, hein, donc l'un n'empêche pas l'autre. Les déficiences psychiques, elles vont avoir lieu voilà, sur énormément de dimensions possibles, hein, que ce soit la volonté, la pensée, la perception, la communication, etc. Vous voyez, qui se rapportent à toutes ces compétences dont on a parlé tout à l'heure. Et je vous renvoie à nouveau à la singularité. C'est-à-dire que tous les patients n'ont pas toutes les déficiences, et pas tous au même niveau. C'est pas parce qu'on a une déficience au niveau de la volonté qu'elle est à 100% ou à 0%. Il y a effectivement des justes milieux et donc c'est pour ça qu'on va parler d'évaluation fine, pour aller vraiment regarder dans le détail, parce que ça va vraiment avoir un impact sur notre posture, y compris, on revient sur la question du consentement, parce que ce qui nous préoccupe beaucoup avec les patients qui vivent avec un handicap ou avec une déficience, c'est la protection aussi des patients, hein. C'est leur donner accès à leurs droits, mais c'est en même temps les protéger. Voilà, donc je vous invite vraiment à penser les choses sur le mode de la finesse, parce que c'est pas parce qu'on vit avec un handicap qu'on n'est plus capable de volonté, qu'on n'est plus capable de pouvoir décider pour soi. Il va falloir évaluer en finesse. Et effectivement, tout le développement, hein, ce que dit un peu le schéma, tout le développement de la personne va avoir un impact sur sa vie actuelle. Donc, on a une approche qui est dimensionnelle et non pas catégorielle, même si vous verrez dans la littérature, les éléments théoriques qu'on nous apporte sont plutôt dans le champ catégoriel. C'est aussi le principe de la nosographie, hein, c'est d'avoir un corpus théorique qui puisse être commun pour la recherche. N'empêche, on aura une approche qui sera dimensionnelle pour être le plus fine possible. On ne va surtout pas généraliser et essentialiser nos patients, hein, chaque patient est unique, singulier.
Les dimensions en jeu dans la sexualité, ils sont ni spécifiques de la sexualité, ni spécifiques de la déficience, ils sont communs aux deux, c'est-à-dire qu'on va aller regarder du côté des dimensions de la sexualité, comment elles vont être pondérées par les dimensions de la déficience, et donc les deux vont s'articuler l'un avec l'autre. Et puis le seul critère qui est normatif, et là c'est important en termes de posture, c'est pas notre propre morale, c'est pas notre propre représentation de ce que peuvent ou non faire les patients, de ce à quoi ils sont en droit d'accéder, mais c'est uniquement la souffrance et la loi. Et ça c'est vraiment très important parce que c'est une matière qui est complexe à cet endroit-là, et c'est pour ça que les CRIARS aussi ont beaucoup d'importance dans l'accompagnement du discours vers la sexualité, c'est qu'ils ont toute une réflexion autour de la normalisation autour de la sexualité, donc c'est vraiment très important d'avoir en tête que nos propres représentations, ça peut être aussi un obstacle à notre prise en charge, donc ça doit se mettre au travail. Donc on va évaluer. Je pense que là vous aurez compris, hein, je vous le rabâche depuis tout à l'heure, mais on va évaluer tout, il faut tout évaluer. Alors on peut évaluer de plein de manières différentes, on va évaluer l'âge cognitif, voilà on en est où au niveau du QI, on va évaluer l'âge affectif, on va même évaluer la construction du genre, parce que ça aussi ça se développe, on va y revenir. On va évaluer le développement sexuel, qui n'est pas encore la même chose que le développement psychoaffectif. On va évaluer les compétences psychosociales, donc c'est là où le neuropsy va être super intéressant en termes de travail d'équipe. On va évaluer l'impact de la iatrogénie, etc., etc. Et là, on va être en lien avec nos collègues psychiatres. En tout cas, on va travailler en équipe et c'est ça qui est très très riche sur cette matière. Alors peut-être pour tordre le cou à certaines représentations aussi, il y a beaucoup de cadres théoriques pour aller évaluer le développement, on dira, psychosexuel. En vérité, souvent on oppose les théories alors qu'elles vont évaluer des choses qui sont très différentes et très complémentaires les unes avec les autres. Et là encore, je vous engage à évaluer dans chacun de ces champs-là. Et donc je vais essayer de vous donner quelques petites billes pour pouvoir travailler avec tout ça. Donc il y a en effet des théories psychanalytiques, hein, mais où on va être plutôt sur une évaluation de la construction de l'intégrité psychique de la personne à travers les manifestations sensorielles, sensuelles et à travers la sexualité. Mais c'est pas tout à fait pareil que le développement de la sexualité, c'est pas encore pareil que le développement de l'identité, de genre, etc., etc. Donc, on va pouvoir se référer à l'ensemble de ces champs pour avoir vraiment une vision plus précise de nos patients. Et ça, c'est important parce que parfois, on va avoir des patients qui vont mettre le curseur à un certain âge sur un mode de développement et puis qui vont mettre le curseur à un autre âge sur un autre mode de développement. Je prends l'exemple de patients qui vont avoir un développement de la sexualité qui arrive à la puberté, donc le développement de la sexualité, il en est là à ce moment-là. Donc des compétences d'adolescents ou d'adultes, avec un développement psychoaffectif qui va plutôt se situer au niveau d'un gamin qui aura 2-3 ans. Donc dans une pression relationnelle, plutôt l'opposition, la difficulté à respecter les règles, etc., ou à les remettre en question, etc., etc. Quand le gamin il a 2 ans au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau sexuel, il n'y a pas de problème, on peut le contenir. Et quand il a 2 ans au niveau psychoaffectif, mais qu'il en a 15 ou 16 au niveau de sa sexualité, c'est d'un seul coup beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette évaluation dans l'ensemble des champs pour pouvoir vraiment avoir une cartographie des âges de nos patients. Alors, ce développement psychoaffectif, alors je suis désolée pour tous les psychanalystes de la salle, moi c'est moins mon champ théorique, mais pour vous dire un petit peu ce qu'on peut en tirer nous dans notre matière, c'est se rappeler que c'est avant tout une théorie du développement de l'intégrité psychique, mais aussi de l'intégrité physique, puisque c'est là que l'individu va se construire en tant qu'individu, avec des limites, hein, notamment la peau, hein, de façon différenciée avec justement son parent. Et donc ça c'est vraiment très important parce qu'on a des patients qui n'accèdent pas à cette différenciation, qui n'accèdent pas à leur intégrité et physique et psychique, hein, qui va ensemble. Donc ces théories elles vont nous informer sur le développement de la sensorialité et de la sensualité, qui sont quand même hyper importantes dans le développement de la sexualité, parce que ça va précéder la génitalité, mais ça va être inclus à l'intérieur, hein. On ne jette pas les phases par lesquelles on est passé une fois qu'on arrive à la sexualité, on les a toutes intégrées, donc ça c'est très important. Donc nos théories elles vont nous parler de ce développement de la sensorialité et de la sensualité qui va être associé à la satisfaction d'un besoin primaire. Par exemple, tout le développement de la sensorialité, de la sensualité au niveau oral associé à la satisfaction du besoin de manger, vous connaissez ça par cœur.
Et tout ça, ça va être associé au besoin de manger parce que ça va être intégré dans un rapport relationnel à la personne qui nous fait manger. Et donc, c'est vraiment un tout qui va nous permettre de traverser ces étapes de sensorialité, de découverte sensorielle et sensuelle, mais aussi ces étapes de découverte relationnelle. Vous savez qu'à travers les stades psychanalytiques qui sont décrits par Freud et puis par les auteurs qui ont succédé, eh ben, on va traverser des relations et ces relations, elles vont être explorées par l'enfant. Alors il y a plusieurs modalités, hein, la fusion, la dépendance au départ, et puis au fur et à mesure la différenciation, la patience. Et puis enfin la pression relationnelle, le pouvoir, vous savez, c'est le moment du non, c'est la phase anale, la curiosité de la différence, l'exploration, la séduction. Et puis aussi l'intégration des interdits fondamentaux de l'inceste, ça c'est au moment de la résolution de l'Oedipe. Et enfin la socialisation, l'amitié, l'intellectualisation. Vous voyez, toutes ces déclinaisons relationnelles qui vont être explorées à l'intérieur du développement psycho-affectif, qui est traduite par les théories plutôt psychanalytiques, donc qui sont toujours fondamentales pour pouvoir évaluer nos patients. Donc on retient que un individu se développe par un processus continu, on n'abandonne pas les phases d'avant, on les intègre à notre développement. Une importance très grande de la sensualité. Le fait, comme disait Robert, que l'extimité elle est importante, mais elle précède l'intimité. On existe d'abord à travers le regard de l'autre avant de se créer son identité psychique et physique. Et ça, on vient le retester au moment de l'adolescence, qui peut conduire à des conduites un petit peu vécues comme exhibitionnistes de la part de l'extérieur, alors qu'en fait, elles sont très très structurantes. Mais bon, voilà, la question de l'extimité qui est très importante dans la construction de l'intimité puis de l'intégrité psychique. La sexualité infantile qui existe, mais dont la vocation n'est pas le rapport à l'objet, c'est-à-dire n'est pas d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, le rôle cadre des adultes est important d'évaluer l'âge de développement psychoaffectif. Si un enfant, un adolescent n'a pas intégré les interdits fondamentaux parce qu'il n'est pas passé par les étapes oedipiennes, il faut l'avoir intégré aussi dans notre manière de le contenir et dans notre manière de créer des interdits exogènes, j'ai envie de dire, puisque lui ne les aura pas intégrés dans son développement. Ça, c'était pour les théories psychoaffectives. On a aussi un développement au niveau de notre identité de genre. Ça, c'est d'autres théories qui ne s'opposent pas aux théories qu'on vient de développer. Alors là, on va plutôt se référer au modèle de socialisation, donc aux théories de l'apprentissage. On va passer vite, c'est un peu sec, c'est théorique justement. Mais l'idée c'est que l'environnement dans une dynamique interactionniste, c'est vraiment un réservoir d'influence genrée, je pense que vous n'y aurez pas échappé, entre les jouets qui vont être rose d'un côté, bleu de l'autre, le fait que l'aspirateur est vendu pour les filles et les jouets scientifiques sont plutôt vendus pour les garçons, le fait que les magazines, les réseaux sociaux, etc. vont genrer les rapports humains. Tous ces modèles-là, ils vont être absorbés par l'enfant dans sa construction de son genre, dans une dynamique. Alors au départ, on pensait que c'était uniquement une dynamique d'observation et d'imitation des stéréotypes de genre, d'où la répétition des stéréotypes, avec un renforcement positif-négatif en fonction du feedback. C'est-à-dire, j'ai intégré qu'un garçon, ça doit se comporter comme ça, c'est-à-dire ça fait du foot, ça pleure pas, c'est plutôt actif et tonique au niveau sportif. Je reproduis ce schéma-là et en fonction de la réaction de mes parents, à savoir c'est bien, c'est mal, eh bien je l'intègre comme étant quelque chose qui va faire partie de mon identité genrée. Et donc il va y avoir un rôle des pressions indirectes qui vont donc être liées au milieu, aux dictates de genre, aux joueuses, objets, etc., aux valeurs, aux attitudes. Et donc on retient qu'il y a vraiment un mécanisme d'imitation, un lien à l'exposition aux images et que tout ça, ça va aussi avoir un impact sur nos préférences, c'est-à-dire sur notre construction du désir. Donc c'est pas anodin, c'est que ça va dans cette dimension interactionniste, donc de cognition sociale, c'est-à-dire que la société va influer sur notre cognition, donc sur nos désirs à nous. C'est un tout petit peu précisé par les théories sociales cognitives, notamment Gusset et Bandura, on trouve toujours les mêmes auteurs, mais l'idée, et c'est là où je veux en venir, c'est que dans ces théories du modelage qui succèdent aux théories de la socialisation, il y a le principe que le développement cognitif, il est essentiel dans la construction du genre. C'est là où je voulais en revenir sur quel âge ont nos patients. Le développement cognitif, il est essentiel parce que, en réalité, ce n'est pas juste une question d'imitation, c'est une question d'intégration de tout un tas de signaux de genre
à partir duquel on va passer par un archétype, là pour le coup, qui est très abstrait, très intellectuel, donc qui suppose un développement cognitif. Et à partir de cet archétype, je vais en déduire des comportements qui vont être plus ou moins renforcés par mon environnement. Donc il y a vraiment cette idée que le développement du genre, il est très relié au développement cognitif. Et alors là, c'est pas documenté complètement exactement ce lien-là dans la littérature, en tout cas je n'ai pas retrouvé. Mais c'est intéressant de constater que chez des patients, par exemple, qui ont un trouble envahissant du développement, comme les patients qui vivent avec un trouble du spectre autistique, ben, on a une prévalence plus grande des problématiques d'identité de genre, et notamment des patients qui vont vers une demande de transition de genre chez les patients TSA, donc qui vivent avec un trouble du spectre autistique. Et donc, c'est intéressant d'observer qu'il y a une notion d'ambisexualité qui est présente chez ces patients et qu'on ne retrouve pas dans une population traditionnelle. Donc, on a vu les théories de développement psychoaffectif, comment on se développe le genre, qui nécessite aussi d'avoir un développement cognitif. Et puis, ben, il y a le développement sexuel. Et le développement sexuel, lui, il passe vraiment par l'exploration et il passe aussi par l'intégration de certains éléments de compétences psychosociales. Bon, alors, il y a eu des études, ça pose toujours des problèmes légaux, tu en as parlé Alexandre, il faudrait qu'on ait plus de données en population française. On n'arrive pas à en avoir parce que c'est très difficile à mettre en place, il y a des problèmes éthiques. Mais il y a eu des études systématisées aux États-Unis qui commencent à dater un petit peu, mais qui nous donnent quand même quelques idées de la façon dont se développe la sexualité et les expressions sexuelles. C'était une grosse cohorte sur des 2-6 ans et des 7-11 ans, un échantillon non clinique, c'est-à-dire c'était au sein des familles, ils ont été explorés et non pas en situation expérimentale. Et le résultat qu'on retrouve qui est important, c'est qu'il y a une vraie grosse différence entre les comportements qu'on va retrouver chez les enfants primaires, à l'âge primaire, et les enfants, post-primaire, et les 7-11 ans, de 6 ans et les 7-11 ans. Il y a vraiment une grosse différence. On aura rapporté les comportements les plus fréquents et les plus inhabituels. Et on se rend compte que la différence entre les deux, c'est essentiellement l'accès à la puberté, pas à la puberté, à la pudeur, parce qu'il n'a rien à voir, qui sera vraiment un marqueur de différence entre les deux. Et donc il y a une exploration qui est vraiment très manifeste sur les 2-6 ans. D'où la question qui va se poser, et une exploration qui est y compris génitale, contrairement à ce que pouvaient dire les théories psychanalytiques. Donc la question qui se pose, une fois de plus, c'est quel âge a mon patient? C'est-à-dire que si lui, il explore son corps de façon très explicite, sans pudeur, alors qu'il est adolescent, nous, plutôt que de l'interpréter comme quelque chose d'exhibitionniste et de le stigmatiser comme tel, ce sera intéressant de savoir, voilà, mais quel âge a mon patient? Toujours la même chose. Donc, vous le savez, la sexualité infantile, elle est essentiellement génitale, contrairement aussi aux représentations qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que quand les enfants ils touchent au niveau de leur sexe, là, ça devient plus du tout normal, alors qu'en réalité, elle est vraiment génitale, et en plus, elle peut être très anxiolytique, et puis elle est reliée au plaisir. Elle varie en fonction de l'âge, donc préscolaire, scolaire. Elle représente et elle doit représenter une liberté intérieure. Elle correspond aux affects de plaisir, de curiosité. Elle est souvent réalisée entre partenaires de jeu de même statut et elle est réciproque. Voilà, donc toujours cette question qu'on doit se poser dans tous les champs, au niveau cognitif, au niveau psycho-affectif, au niveau de l'exploration sexuelle, au niveau de l'identité de genre, etc. Quels âges ont mes patients? Quels âges ils ont? Et on doit ajuster chaque curseur dans chaque modèle pour pouvoir un petit peu comprendre, pour pouvoir avoir une lecture fine de la manifestation sexuelle qui se présente à nos yeux. Et se dire, mais ce qui est présent devant moi, ça correspond à tel et tel âge dans tous ces champs. Alors il y a la question du consentement, qui est compliquée au milieu de tout ça. On va retrouver beaucoup de questions autour du consentement. Je suis là sans être là, j'ai envie mais j'ose pas le dire, je vais dire oui pour voir ce que c'est, je vais dire oui pour obtenir quelque chose en échange, j'ai dit oui pour comprendre à quoi j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais je vais dire que j'ai dit non parce que j'ai pas envie d'être punie. Je vais faire comme dans les films, j'ai pas vraiment compris quelle était l'émotion de l'autre. Parfois, un contact devient subitement insupportable, alors je crie, etc., etc., qui sont autant de phrases qu'on peut recueillir chez nos patients et qui nous mettent en difficulté parce que nous, on est sur cette ligne complexe à tenir. Et c'est une ligne qui a été bien mise à l'épreuve au moment du Covid, par exemple, parce qu'elle n'est pas
uniquement spécifique à la question du handicap psychique et de la sexualité, qui est de trouver ce juste équilibre entre protection des libertés et protection des personnes. Et nous, on se sent responsable par rapport à ça, et on est responsabilisé par rapport à ça. Et c'est cette ligne qui est difficile à tenir, et qui doit nous maintenir justement en tension pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, souvent, elles sont relatives aux questions suivantes. Hein. C'est quand je prends une décision pour mes patients, pour la sexualité de mes patients, c'est pour qui, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi. Si j'arrive à répondre à ces questions et que je me rends compte que je ne le fais pas pour moi, pour préserver l'institution, ou pour préserver mes normes, mais que je le fais bien pour le bien-être du patient, alors a priori, on est plutôt pas mal. Mais vraiment, je vous le livre, ça, pour qui, pourquoi, au nom de qui, au nom de quoi. Donc ce consentement, pour rappel, effectivement, ce consentement sexuel, c'est une façon de communiquer de façon verbale ou non verbale son sentiment et sa volonté de s'engager dans une activité sexuelle. Pour la plupart des personnes, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde, mais cette initiation sexuelle, elle a plutôt lieu de façon indirecte et de façon non verbale. Ça, c'est vrai pour la plupart du temps. Parce que c'est jugé tout simplement de façon plus sexy. Alors on aimerait pouvoir se dire que la question du consentement c'est simple, c'est quand je dis oui c'est oui, quand je dis non c'est non, mais c'est jamais comme ça que ça se passe, jamais. Et c'est pas parce qu'on énonce un idéal qu'on souhaiterait vouloir exister que pour autant il existe, parce qu'il faut encore outiller les personnes pour qu'ils arrivent à accéder à cet idéal-là. En l'occurrence, le consentement c'est un processus communicationnel, et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler avec nos patients. En l'occurrence, puisque c'est un processus communicationnel, imaginons-le dans le cadre d'une relation entre un émetteur et un récepteur. L'émetteur du consentement ou du non-consentement, il va besoin d'avoir énormément de compétences. Déjà, la première compétence, c'est celle d'avoir conscience de ce qu'il souhaite ou non. Déjà, rien que vous réfléchissez pour vous à tout un tas de situations que vous avez vécues. Il y a des moments où c'est pas aussi noir ou blanc. Hein. Il y a des moments où il n'y a rien qui nous a fait basculer d'un côté ou de l'autre. Je pense à la sexualité, mais ça peut être tout un tas d'autres décisions. Donc déjà, être au clair avec ce qu'on souhaite ou non. Sachant qu'il y a souvent des pressions autour, souvent on a soi-même, on se met soi-même une autopression, parce que soi-même peut-être on a une dimension de loyauté avec quelqu'un, ou parce qu'on est dans un groupe, ou parce que, etc., etc. Donc déjà, rien que ça nécessite beaucoup de compétences. La deuxième compétence pour l'émetteur, c'est d'être en mesure de l'exprimer, de façon verbale ou non verbale, mais une fois que j'ai reconnu ce que je ressentais, une fois que j'ai identifié, encore faut-il le transmettre. Et puis du côté du récepteur, il faut aussi là des compétences, c'est-à-dire la compétence d'appréhender les signaux verbaux, bon là j'ai envie de dire a priori ça peut aller, mais aussi non verbaux. Et là c'est compliqué, parce que le non verbal il est sujet à interprétation. Et là encore, ça demande des compétences très fines. Et puis, et là c'est encore un petit peu plus compliqué, mais là on va plutôt du côté des troubles de la personnalité, moins des déficiences intellectuelles, mais une fois que j'ai appréhendé les signaux, si tant est que j'ai appréhendé les signaux, il faut encore que j'en tienne compte. Voilà. Et tout ça, c'est un processus communicationnel qui effectivement engage des compétences, et c'est ces compétences qu'on doit vraiment pouvoir mettre au travail chez nos patients, parce qu'ils sont susceptibles d'apprentissage, quel que soit leur âge psychologique, quel que soit leur âge de développement, mais en tout cas c'est ces compétences-là qui vont permettre qu'ils puissent entrer dans une sexualité qui soit sécurisante pour eux et pour autrui. Et puis, ces compétences, on le sait, hein, elles peuvent être impactées donc, par le handicap, mais aussi par la prise de toxiques, aussi par l'âge, hein, par les enfants pour le coup. Hein. C'est la même chose, hein, c'est bien la difficulté, c'est que on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas consentir, mais quand le sujet est complexe, quand le sujet ne le connaissent pas, comme la sexualité, là c'est un petit peu plus difficile pour eux, c'est bien pour ça qu'on va les protéger. Consentir ou non à manger des frites ou du chocolat, il n'y a pas de souci. En fait, les gamins, ils savent consentir ou ne pas consentir. Mais consentir à un projet qui les dépasse, là c'est encore différent. Dans le cadre d'une relation asymétrique, c'est encore différent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on protège les enfants. Et puis se rappeler que dans certains contextes, quand même, malgré tout, hein, le fait d'avoir donné ou non son consentement, ça ne doit plus être une question. D'ailleurs, ce n'est pas intégré dans la loi. Le mot consentement n'est pas dans le texte sur le viol, les agressions sexuelles, parce qu'il y a des situations dans lesquelles, même si j'ai dit oui, même si j'ai pas dit non, eh bien, de toute façon, ce consentement, il aura été extorqué. Ça, c'est des situations de menaces, violence, contrainte, surprise, dans le cadre duquel, même si j'ai dit oui, de toute façon, il y aura eu une violence sexuelle, un viol s'il y a eu pénétration, une agression sexuelle s'il n'y a pas eu pénétration.
On pense notamment aux situations d'inceste, où les enfants, ils ne s'opposent pas, ils ne vont pas dire non en fait, à ce qui est en train de se produire. Donc heureusement que la question triviale du consentement, j'ai envie de dire, n'est pas intégrée dans les textes. Donc nos compétences, qui sont multiples, et qui seront vraiment un enjeu de développement pour nos patients qui sont déficitaires, parce que c'est vraiment l'endroit qui va permettre à ces patients de s'épanouir de façon sécure et sécurisée, j'ai envie de dire, au plus proche du respect d'eux-mêmes et du respect des autres dans leur sexualité. Une fois de plus, attention à le handicap psychique ou mental, ça ne retire pas automatiquement la capacité de consentir. Il y a aussi des degrés, on n'est pas en cut-off, il sait faire, il ne sait pas faire. C'est oui un peu, mais il y a des limites, donc comment on va aller soutenir ces limites et apporter des compétences supplémentaires pour pouvoir protéger ces personnes et en même temps protéger leur liberté. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il y a encore la question du corps, qui est très très importante, le corps, le toucher. Alors ça suppose aussi des connaissances, c'est peut-être la base de ce qu'on peut apporter à nos patients qui ont une déficience ou un handicap psychique. C'est quelles connaissances ils ont de l'intimité, quelles connaissances ils en ont, mais aussi quelle expérience ils en ont. Moi je travaille en génétique avec des gamins qui ont des pathologies génétiques et qui du coup ont des déficiences. Souvent la question de l'intimité elle est difficile avec les parents parce que les parents sont très sensibles à la protection de leur gamin, donc les portes ne sont jamais fermées à clé, ils ne peuvent pas être tout seuls dans la salle de bain et ils se développent dans le fait que l'intimité n'existe pas à l'intérieur de la maison. Donc ça c'est des choses qu'on doit aussi travailler avec les parents et puis d'une manière générale les personnes qui sont au contact avec les enfants dans leur univers de vie. Est-ce qu'ils sont capables ou non de distinguer l'âge du corps? Est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement corporel? Est-ce qu'ils connaissent leur schéma corporel? Ça aussi, c'est des choses qui doivent être accessibles à l'éducation. On n'y pense pas toujours quand on est psy, c'est pour ça que les sexos, ils ont cette implémentation et le travail avec les éducateurs est hyper intéressant et les infirmières aussi, hyper intéressant de ce point de vue-là, parce que vraiment la question du corps, malgré tout, il ne faut pas l'oublier dans la sexualité. Et puis chez nos patients qui ont un handicap psychique, en plus ce corps il est compliqué à vivre parce qu'ils peuvent avoir un vécu de discordance, c'est vraiment le cas notamment pour les patients psychotiques, avec une altération de l'unité de soi, des perméabilités de la frontière entre moi et autrui, et puis tout simplement des difficultés d'organisation kinétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas de coordination, donc c'est très difficile de pouvoir s'engager dans une relation qui engage le corps, alors que la coordination elle est très altérée. Et puis, quelque chose qui paraît tout à fait anodin, mais qui est central dans la vie de nos patients, c'est la prise de poids, notamment elle est souvent iatrogène. La prise de poids pour l'estime de soi, c'est vraiment très compliqué à vivre, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et puis chez nos patients PSA, parfois la surcharge sensorielle, qu'on doit aussi prendre en compte. Un petit détour sur l'effet des médicaments, pour ceux qui sont concernés par la prescription. Vous voyez, sur la droite, ce sont toutes les activités hormonales et de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la réaction physiologique sexuelle. Certaines activités vont plutôt être favorisantes pour l'activité, puis d'autres activités vont être plutôt défavorisantes pour l'activité sexuelle, pour la réponse physiologique. Et en fait, les psychotropes ils vont avoir un impact sur l'ensemble de ces activités-là, et c'est pour ça qu'il va y avoir éventuellement des effets secondaires. Bon, je vous les livre comme ça, vous pourrez récupérer le PowerPoint, je vous le donne, il n'y a aucun souci. Mais pour ceux qui auraient besoin des détails, sachez-le, la plupart des antidépresseurs, notamment des neuroleptiques de première génération, vont avoir un effet antidopaminergique qui va aussi avoir un effet hyperprolactinémique. Tout ça, ça aura tendance à jouer et sur le désir, et sur l'excitation, et sur l'orgasme. Si on rajoute à ça les syndromes extrapyramidaux, c'est-à-dire justement avec un impact sur la capacité à avoir une fluidité corporelle, plus la prise de poids, vous voyez, c'est très compliqué pour nos patients. Donc si on ne l'intègre pas d'emblée dans le dialogue thérapeutique sur la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir traiter nos patients, ils peuvent se sentir trahis, ils peuvent désinvestir la relation thérapeutique et ils peuvent rentrer dans une inobservance. Donc c'est vraiment très important de traiter ces questions de sexualité en amont pour éviter d'avoir ces difficultés. Sur les neuroleptiques de deuxième génération, on a beaucoup moins de données, mais on a quelques case reports qui ramènent à l'idée qu'il peut y avoir des cas de priapisme, sexualité compulsive, mais aussi prise de poids. Je vous invite à aller regarder les travaux, il y a des références. On retrouve la même chose chez les antidépresseurs, avec des effets anticholinergiques, une action sur la sérotonine, qui vont aussi sur les ISRS avoir un impact sur la sexualité, mais il y a des traitements qui peuvent être alternatifs. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bout du PowerPoint, simplement là-dessus, sur les enjeux fondamentaux de la prise en charge.
L'enjeu, c'est l'enjeu de la santé sexuelle en tant que telle. C'est un droit pour nos patients, ça fait partie de leur qualité de vie. Et nos patients, c'est pas parce qu'ils ont une déficience qu'ils sont incapables sexuels. Vous avez vu, il faut qu'on entre dans une identification beaucoup plus fine de leurs difficultés. Et notre rôle, c'est de les accompagner à l'intérieur de tout ça, en ayant travaillé soi-même sur nos frayeurs quant à la dangerosité potentielle qu'ils peuvent avoir, notamment par rapport au consentement, ou leur vulnérabilité potentielle vis-à-vis du consentement. Donc c'est un besoin, un droit fondamental, la qualité de vie, garantir des expériences sécures, donc on intègre la question de la santé sexuelle. Mais aussi on l'intègre parce qu'à travers cette question de la santé sexuelle, on va pouvoir travailler l'observance, on l'a vu, les conduites à risque, l'autonomie, le plaisir, la relation à l'autre, qui ne sont pas spécifiques à la sexualité et qui vont faire de nos patients, à travers le champ de la santé sexuelle, des citoyens. D'abord des citoyens sexuels quand on travaille la sexualité, mais aussi des citoyens tout court parce que les compétences qu'on va mobiliser au sein de la sexualité sont des compétences qu'on peut mobiliser dans tous les autres espaces de socialisation. Donc j'en finirai là. On va faire bouger les lignes. L'idée, c'est d'éviter de parler de sexualité uniquement à travers le danger, même s'il est toujours important de faire de la prévention des risques. On l'a vu, Jean-Marc nous en a parlé, c'est très important. On va pas uniquement se focaliser sur le danger, mais on va envisager l'espace de socialisation de cette sexualité. On n'est pas uniquement sur la préservation du risque, mais aussi sur la promotion de la santé sexuelle, en intégrant les questions de plaisir et les questions positives autour de la sexualité. On va sortir du déni pour aller vers la pensée. Il n'y a rien de pire que les institutions qui disent on n'en parle pas ou on interdit, comme ça au moins il n'y en aura pas. Dès lors qu'on fait ça, on crée les conditions de la transgression. Parce que s'il n'y a pas d'espace pour la sexualité, alors que la sexualité de toute façon aura lieu, alors elle aura lieu de façon transgressive, quoi qu'il en soit. Donc on sort du déni pour aller vers la pensée, on sort de l'interdit pour aller vers l'éducation, et puis pour reprendre une terminologie plus psychiatrique, on va sortir de la restriction pour aller plutôt vers de la réhabilitation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.